Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons étudier les comportements du matériel. Le plan de ce chapitre est le suivant. Après une introduction, nous allons parler des causes de défaillance, ensuite des modes de défaillance, ensuite des mécanismes de défaillance et nous allons terminer par expliquer ce que c'est le diagnostic. La raison d'être de la maintenance est d'obtenir une disponibilité optimale des équipements afin d'obtenir une productivité la meilleure possible. Pour cela, le matériel devrait être exempt de défaillance. Le mot défaillance désigne tout ce qui paraît anormal, tout ce qui s'écarte de la norme de bon fonctionnement. Par exemple, un bruit anormal, des vibrations anormales, la sortie d'un produit non conforme au point de vue dimensionnel ou composition, un arrêt partiel de la machine ou bien un arrêt total. Comme le risque zéro n'existe pas, il est clair que le technicien de maintenance devra réagir au plus tôt et le plus vite possible afin de limiter les temps d'arrêt. En fait, il va être le médecin des équipements. Et s'il veut apporter des solutions, il devra savoir diagnostiquer le type de défaillance afin d'y apporter remède. Comme une pathologie humaine, la défaillance est le résultat d'un mécanisme rationnel et explicable. Il est dû à une ou plusieurs causes que le technicien va devoir identifier. Toutefois, effectuer une opération corrective sur un équipement défaillant sans avoir compris l'origine de la défaillance revient à se voiler la face. Il est clair qu'à plus ou moins bref échéance, il reviendra. Une réparation corrective définitive s'appuie sur l'expertise de la défaillance, action sur la cause. Donc, c'est la reconnaissance du type de défaillance, la reconnaissance du mode de défaillance, savoir retrouver par une analyse méthodique l'origine de la défaillance. Définition ou utilisation des lois d'usure. Inversement, si l'on connaît et si l'on comprend l'origine d'une défaillance, on pourra appliquer un préventif vrai. Enfin, quelle erreur on commettrait si on fabriquait un équipement en ignorant ou en faisant semblant d'ignorer les défaillances possibles de chacun des composants de cet équipement. Le technicien de maintenance ne doit pas se contenter de dépanner ou de réparer un équipement défaillant. La défaillance doit être source de progrès et de profit. La défaillance, une source de progrès, à condition qu'il ne se répète pas. Et toujours sur de progrès, il faut pour cela s'organiser afin de valoriser cet événement négatif en un événement positif. Faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Cette démarche de progrès, encore appelée maintenance proactive, est basée sur l'expertise de la défaillance, la compréhension du mécanisme de la défaillance, l'amélioration de l'équipement existant ou de la réalisation future. Il faut pour cela recueillir toutes les indications et renseignements nécessaires. Leur exploitation peut être immédiate ou différée, exploitation de l'historique. La défaillance, une source de profit, une défaillance même bénigne, s'il se répète, induit des arrêts gênants, des coûts d'indisponibilité qui peuvent être à la longue importants. Il peut être source de profit si son expertise permet d'améliorer l'équipement, donc sa disponibilité, et in extenso s'il induit un gain de productivité. Il permet d'inclure à la conception l'élément qui fera qu'il ne pourra plus jamais se produire. Maintenance intégrée à la conception,
Des méthodes telles que l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et de leur criticité, permettent de faciliter ce travail, la notion d'analyse prévisionnelle. Pour analyser une défaillance, il faut rassembler les 6 éléments de connaissance suivants. Cause de la défaillance, ce sont là où les circonstances liées à la conception, à la fabrication, à l'installation, à l'utilisation ou à la maintenance qui ont conduit à la défaillance. Deuxièmement, mécanismes de défaillance. Ce sont le ou les processus physiques, chimiques ou autres qui conduisent ou ont conduit à une défaillance. Les modes de défaillance, troisièmement les modes de défaillance, ce sont les effets par lesquels les défaillances se manifestent. Quatrièmement, l'amplitude de la défaillance, c'est le degré d'importance de la défaillance, défaillance partielle ou défaillance complète. Cinquièmement, conséquences de la défaillance, ils vont agir sur le fonctionnement futur de l'équipement selon qu'ils sont mineurs, majeurs ou critiques. Sixièmement, l'aptitude à être détectée. Les défaillances ne sont pas toutes soudaines. Ils peuvent être progressives, mais aussi latentes, s'il s'avère que la fonction sur laquelle la défaillance arrive n'est pas utilisée. Alors, on va commencer par les causes de la défaillance. La cause de défaillance est une anomalie initiale susceptible de conduire au mode de la défaillance. Il s'exprime en termes d'écart par rapport à la norme. Exemple, sous-dimensionnement, absence de joint d'écrou, manque de lubrifiant, etc. Il se répartit dans les domaines que nous identifierons par les 5 M, dans les milieux, méthodes, main-d'œuvre, matière et matériel. Il y a des causes intrinsèques et des causes extrinsèques. Alors les causes intrinsèques, il inhèrent à des faiblesses de l'équipement. On parle donc de défaillance primaire. C'est la défaillance d'un bien qui n'est pas causée directement ou indirectement par une défaillance ou une panne d'un autre bien. Parmi les causes intrinsèques, on trouve la défaillance due à une conception inadéquate de l'équipement, mauvais dimensionnement, pas de rayon de raccordement, angle vif, zone de contrainte mal évaluée, par mauvais choix de matériaux. La défaillance due à une fabrication de l'équipement non conforme à sa conception ou à des procédés de fabrication spécifiés, faiblesse d'épaisseur, matière mal adaptée, défaut de fabrication faisant apparaître des inclusions, des soufflures, etc. La défaillance due à une installation incorrectement réalisée, défaut d'équilibrage, les défaillances par usure liées à la durée d'utilisation et vieillissement lié au temps, exemple, problème de non-respect des codes dû à l'usure des pièces de machine. Deuxièmement, on a les causes secs. Ils sont généralement imputables à l'application de contraintes supérieures aux possibilités définies de l'équipement. L'utilisation au-delà des limites recommandées et qu'on doit raisonnablement respecter, exemple problème de surcharge de la machine, cadence trop élevée, dépassement des capacités techniques de la machine, vitesse, profondeur de passe trop élevée, machine soumise à des conditions extérieures extrêmes, température, humidité, salinité de l'air, manipulation incorrecte de l'équipement ou manque de précaution. Action de maintenance inadaptée ou exécutée de manière incorrecte, défaut d'entretien, défaillance causée directement ou indirectement par une défaillance ou une panne d'un autre équipement. Remarquons que beaucoup de défaillances extrinsèques sont des défaillances intrinsèques qu'on n'a pas su prévoir, à cause le plus souvent de l'ignorance de l'utilisateur sur l'environnement de l'équipement et de son utilisation. C'est dû à l'imprécision du cahier de charge. Il y a également les causes dues à la commande.
et sont généralement un peu imputables à des signaux de commande et de contrôle incorrects, erreurs humaines, environnement, autres composants par exemple les problèmes dus à des dérèglements des instruments de mesure, d'étalonnage, de l'utilisation des capteurs hors de leur domaine d'utilisation, température, humidité, poussière.